Bienvenue dans ce récit documentaire sur l'un des cas les plus perturbants jamais enregistrés dans l'histoire de Marseille. Avant de commencer, je vous invite à laisser dans les commentaires d'où vous nous regardez et l'heure exacte à laquelle vous écoutez cette narration. Nous sommes intéressés de savoir jusqu'à quels endroits et à quel moment de la journée ou de la nuit arrivent ces récits documents. L'été 1923, à Marseille, fut particulièrement torride. La chaleur écrasante du midi rendait l'air presque irrespirable dans les ruelles étroites du Vieux-Port. Les odeurs de poissons, d'épices venues d'Oriet et de sueur humaine se mêlaient dans une atmosphère étouffante qui pesait sur la ville comme une couverture de plomb. Marseille, principale porte de la France vers les colonies et la Méditerranée, grouillait d'activités. Des marins de toutes nationalités, des commerçants venus d'Algérie, du Maroc, d'Indochine, des dockers qui déchargeaient les navires du matin jusqu'à la nuit, tous contribuaient à faire de la cité phénicienne un melting pot bouillonnant de culture et de langues. Mais sous cette façade cosmopolite et vivante, Marseille cachait aussi ses secrets. Des ruelles sombres où la police n'osait pas s'aventurer seule, des entrepôts abandonnés le long des quais où se négociaient des marchandises dont personne ne posait de questions. Des sociétés secrètes héritées de cycles de commerce maritime, et des hommes qui, derrière des façades respectables, cachaient des monstruosités que l'esprit humain normal peut à peine concevoir. Antoine Moreau était de ces hommes. Pour ses voisins du quartier du Panier, pour ses clients au magasin d'importation qu'il possédait rue de la République, pour les membres du Rotary Club de Marseille dont il faisait partie, Antoine Moreau était un citoyen exemplaire. Âge de 47 ans en 1923, il avait bâti une affaire prospère en important des épices, des tissus et des objets artisanaux depuis les colonies françaises d'Afrique du Nord et d'Asie. Son magasin, le Toile d'Orient, était une institution marseillaise, fréquentée par la bourgeoisie locale et les touristes de passage. Moreau était un homme de stature moyenne, aux cheveux gris soigneusement peignes, portant toujours un costume 3 pièces impeccable malgré la chaleur. Il arborait une fine moustache à la mode de l'époque et des lunettes rondes à monture dorée qui lui donnaient un air distinct et bienveillant. Il était veuf depuis 1919, sa femme Clémence ayant succombé à la grippe espagnole qui avait ravagé l'Europe. Le couple n'avait pas eu d'enfant. Moreau vivait seul dans une maison bourgeoise de 3 étages située dans le quartier de Roucablanc, sur les hauteurs de Marseille, avec vue sur la mer. La propriété, entourée d'un mur haut et d'un jardin luxuriant de pins parasols et d'oliviers, était connue pour être un havre de paix où Moreau se retirait après ses journées de travail. Il employait une gouvernante, Madame Joséphine Blanc, qui venait faire le ménage et préparait ses repas 3 fois par semaine. Personne n'imaginait ce qui se cachait vraiment dans la cave de cette maison tranquille. L'affaire débuta le 23 juillet 1923, lorsqu'un jeune garçon nommé Henri Duclos, âge de 14 ans, disparut en rentrant de son travail à l'atelier de cordonnerie, où il était apprenti. Henri habitait avec sa mère, une blanchisseuse veuve nommée Simone Duclos, dans un modeste appartement du quartier de la Belle de Mai. C'était un garçon sérieux et travailleur qui aidait sa mère à joindre les deux bouts. Le soir de sa disparition, Henri avait terminé son travail à 18h comme d'habitude. Son patron, le maître cordonnier Jules Bertrand, confirma plus tard avoir vu le garçon quitter l'atelier à cette heure-là. Le trajet entre l'atelier situé cours Bellecense et l'appartement de la Belle de Mai ne prenait normalement que 20 minutes à pied. Henri empruntait toujours le même chemin, passant par la Canebière puis remontant vers le nord de la ville. Quand Henri ne rentra pas pour le souper, à 19h, Simone commença à s'inquiéter là. À 20h, elle sortit pour chercher son fils, interrogeant les commerçants du quartier, les voisins, n'importe qui aurait pu le voir. Personne n'avait de nouvelles d'Henri. À 22h, Simone se rendit au commissariat du 2e arrondissement pour signaler la disparition. L'inspecteur Paul Garnier, un homme de 50 ans qui avait passé toute sa carrière dans la police marseillaise, prit la déposition de Simone. Ce n'était malheureusement pas la première disparition de jeunes garçons à Marseille ces derniers mois. Depuis le début de l'année, 4 autres adolescents âgés de 12 à 15 ans avaient disparu dans des circonstances similaires. Tous étaient issus de familles modestes. Tous avaient disparu en rentrant du travail ou en faisant des courses. Aucun n'avait été retrouvé. La police de Marseille, débordée par la criminalité croissante liée au trafic portuaire et aux règles de compte entre bandes rivales, n'avait pas accordé beaucoup d'importance à ces disparitions.
On supposait que les Garcons avaient fui pour embarquer sur des navires, attirés par l'aventure et les promesses d'une vie meilleure dans les colonies. Certains policiers suggérèrent même que les familles devraient être contentes d'être débarrassées d'une bouche à nourrir. Mais Garnier, lui-même père de 3 fils, ne pouvait se résoudre à cette explication facile. Il avait interrogé longuement les familles des disparus. Ces Garcons n'étaient pas du genre à fuir. Ils aimaient leur famille, ils avaient des projets, des amis, des raisons de rester. Quelque chose de sinistre se tramait dans les rues de Marseille, et Garnier en était convaincu. Après avoir pris la déposition de Simone Duclos, Garnier passa, les jours suivants, à mener sa propre enquête. Il interrogea tous ceux qui auraient pu voir Henri ce soir-là. Il reconstitua son trajet probable. Il rechercha des points communs entre les 5 disparitions. Ce qu'il découvrit était troublant. Les 5 Garcons disparus avaient tous emprunté, à un moment ou un autre de leur trajet, la rue de la République, l'artère commerciale principale de Marseille. Tous avaient disparu en fin de journée, entre 18h et 20h. Et surtout, Garnier découvrit que dans les jours précédant leur disparition, 3 des 5 Garcons avaient été vus entrant ou sortant du magasin L'Étoile d'Orient. Cette information provenait de différents témoins. La mère d'un des Garcons disparus, un certain Marcel Fontaine, se souvenait que son fils avait fait une course pour un voisin chez L'Étoile d'Orient quelques jours avant de disparaître. Le patron d'un autre Garcon, Louis Garnier, aucun lien de parenté avec l'inspecteur, mentionnait avoir envoyé le Garcon livrer un paquet à ce même magasin. Garnier décida de se rendre discrètement rue de la République pour observer le magasin d'Antoine Moreau. Pendant 3 jours, il surveilla les allées et venues, note les clients qui entraient et sortaient, observe le comportement du propriétaire. Antoine Moreau semblait être un commerçant tout à fait normal. Il était courtois avec ses clients, particulièrement avec les dames de la bourgeoisie marseillaise qui venaient acheter des tissus exotiques et des bibelots d'Orient. Il employait 2 vendeurs, des jeunes hommes dans la vingtaine qui semblaient apprécier leur patron. Mais Garnier remarqua quelque chose d'étrange. Plusieurs fois au cours de ces 3 jours, il vit Moreau engager la conversation avec de jeunes Garcons qui passaient devant le magasin ou qui y entraient pour regarder les marchandises. Il leur parlait avec une gentillesse excessive, leur offrait parfois un bonbon ou une pièce de monnaie, posait des questions sur leur famille, leur travail, leurs projets. Ce comportement, en soi, n'était peut-être pas suspect. Beaucoup de commerçants marseillais étaient chaleureux avec les enfants du quartier. Mais combine aux disparitions et au fait que plusieurs des Garcons disparus avaient un lien avec le magasin, cela méritait d'être approfondi. Le 30 juillet, Garnier décida d'agir à... Il se présenta à l'Étoile d'Orient sous prétexte d'acheter un cadeau pour sa femme. Moreau l'accueillit avec son sourire habituel, professionnel et courtois. Garnier examina les lieux tout en feignant de s'intéresser aux marchandises. Le magasin était spacieux, bien organisé, rempli d'objets fascinants venus des 4 coins de l'Empire colonial français. Des tapis persans, des statues de Bouddha, des masques africains, des tissus brodes de soie, des épices dans des bocaux de verre. Tout sentait l'encens et les épices exotiques. À l'arrière du magasin, Garnier remarqua une porte fermée. Lorsqu'il demanda ce qu'elle menait, Moreau expliqua avec désinvolture qu'il s'agissait d'un entrepôt où il stockait les marchandises en attente de mise en vente. « Puis-je y jeter un coup d'œil » demanda Garnier, se faisant passer pour un client particulièrement intéressé. « J'ai entendu dire que vous aviez des pièces rares qui ne sont pas exposées au public. » Moreau hésita une fraction de seconde. Un éclat fugace de quelque chose, peut-être de la peur ou de la méfiance, traversa son regard. Mais il se reprit rapidement et sourit. « Je crains que ce ne soit pas possible actuellement, monsieur. L'entrepôt est en cours de réorganisation et tout est sens dessus-dessous. Mais si vous cherchez quelque chose en particulier, je serais ravi de le commander pour vous. » Garnier n'insista pas, ne voulant pas éveiller les soupçons de Moreau. Il acheta un petit tapis comme preuve de sa visite et quitta le magasin. Mais son instinct de policier lui disait que quelque chose n'était pas normal. Cette hésitation, ce changement dans le regard de Moreau, cette porte fermée à l'arrière du magasin, tout cela renforçait ses soupçons. Le soir même, Garnier se rendit chez son supérieur, le commissaire Édouard Valentin, et lui fit part de ses déductions. Valentin écouta avec scepticisme. « Vous voulez enquêter sur Antoine Moreau, un membre respect du Rotary Club ? Un homme qui a servi la France pendant la Grande Guerre ? Sur la base de quoi ? Parce que des gamins entrent dans son magasin ? 5 Garcons ont disparu en 6 mois, insista Garnier. Tous dans des circonstances similaires.
Plusieurs avaient un lien avec le magasin de Moreau. Et quand j'ai mentionné l'entrepôt, il a eu une réaction étrange. Une réaction étrange n'est pas un motif d'arrestation, retorqua Valentin. Écoutez, Garnier, je comprends votre inquiétude. Moi aussi j'ai des enfants. Mais nous ne pouvons pas accuser un homme respectable sans preuve solide. Cela causerait un scandale. Continuez votre enquête, mais discrètement. Et ne vous approchez pas de Moreau sans raison valable. Frustre mais détermine. Garnier poursuivit son investigation. Il décida de surveiller non plus le magasin, mais la maison de Moreau à Roucas-Blanc. Peut-être que là, loin des regards du public, Moreau laisserait transparaître quelque chose de révélateur. Pendant une semaine, Garnier observa la maison depuis différents points de vue. Il nota les habitudes de Moreau, qui quittait sa maison chaque matin à 8 heures pour se rendre à son magasin et rentrait vers 19 heures. La gouvernante, Madame Blanc, arrivait 3 fois par semaine vers 9 heures et repartait vers 16 heures. Mais ce que Garnier remarqua de plus troublant, ce furent les livraisons nocturnes. 2 fois au cours de cette semaine, tard dans la nuit vers minuit ou 1 heure du matin, un camion de livraison se présentait devant la maison de Moreau. Le portail s'ouvrait, le camion entrait, disparaissait derrière les murs pendant environ 1 heure, puis repartait. Garnier nota le numéro d'immatriculation du camion et fit des recherches. Le véhicule appartenait à une petite entreprise de transport maritime appartenant à un certain Claude Renard, un individu qui avait un casier judiciaire pour trafic de marchandises volées dans les années 1910. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais Garnier avait encore besoin de preuves concrètes. Il décida de prendre un risque. Le 10 août, profitant d'une soirée où Moreau était invité à un dîner du Rotary Club, événement public, annonce dans le journal local, Garnier se rendit à la maison de Roucas-Blanc. Il attendit la tombée de la nuit, puis escalada le mur du jardin. La propriété était silencieuse, plongée dans l'obscurité. Garnier s'avança prudemment à travers le jardin, évitant les fenêtres éclairs, jusqu'à l'arrière de la maison. Là, il trouva ce qu'il cherchait, une fenêtre de cave entr'ouverte, probablement pour aérer. Le cœur battant, Garnier se glissa par l'ouverture et se retrouva dans une cave obscure et humide. Il alluma sa lampe de poche et balaya la pièce du regard. Ce qu'il vit le glaqua jusqu'aux os. La cave avait étaménage en une sorte de laboratoire macabre. Contre un mur s'étendaient de longues étagères métalliques sur lesquelles étaient disposés des bocaux de verre de différentes tailles. Dans certains de ces bocaux flottaient des spécimens anatomiques, conserves dans du formol. Des organes humains, des cœurs, des foies, des reins, mais aussi des choses plus petites, plus personnelles, des yeux, des langues, des doigts. Sur une table au centre de la pièce, Garnier vit des instruments chirurgicaux soigneusement rangés une grane, des scalpels, des pinces, des scies à os. Tous impeccablement nettois, brillant sous la lumière de la lampe de poche. Contre un autre mur se trouvaient des casiers métalliques, semblables à ceux d'une morgue. Garnier, la main tremblante, ouvrit l'un d'entre eux. À l'intérieur, enveloppé dans un linceul, se trouvait le corps d'un jeune garçon. Garnier ne le reconnut pas, mais il savait qu'il avait trouvé au moins l'un des garçons disparus. Il ouvrit un deuxième casier, un autre corps, puis un troisième. En tout, Garnier compta 5 casiers occupés, 5 garçons, 5 familles qui attendaient le retour de leur fils. 5 vies brutalement interrompues. Garnier sentit la bile monter dans sa gorge, mais il se força à continuer son examen. Il devait documenter tout ce qu'il voyait, recueillir des preuves irréfutables. Il remarqua un cahier posé sur la table, près des instruments chirurgicaux. Il l'ouvrit et commença à lire. C'était un journal tenu par Moreau lui-même, documentant ses expériences. Car c'était bien ce qu'elles étaient pour lui, des expériences. Moreau se considérait comme un scientifique, un pionnier dans l'étude de l'anatomie humaine. Les entrées du journal remontaient à 1920. Moreau y décrivait comment, après la mort de sa femme, il avait commencé à s'intéresser à l'anatomie. Il avait d'abord pratiqué sur des cadavres obtenus illégalement auprès de fossoyeurs corrompus. Puis, trouvant ces spécimens insuffisants, car souvent en état de décomposition avance, il avait décidé d'obtenir des sujets plus frais. Il avait commencé par des sans-abri, des individus dont la disparition ne serait pas remarquée. Puis, devenant plus audacieux et plus obsède par ses expériences,
Il se tourne vers des cibles plus jeunes sans. Les jeunes garcons, écrivait-il, offraient des spécimens anatomiques plus purs, non corrompus par l'alcool, la maladie ou l'âge. Moreau décrivait en détail comment il attirait ses victimes. Il engageait la conversation avec des garcons issus de familles pauvres, leur offrait un petit travail bien paye, généralement une livraison à faire à sa maison. Une fois la victime arrivée à Roucablanc, Moreau l'empoisonnait avec du chloroforme, puis il l'amenait dans la cave où il la tuait rapidement avec une injection de poison. Moreau se vantait de sa compassion, affirmant qu'il ne faisait pas souffrir ses sujets. Ensuite venait la dissection. Moreau documentait méticuleusement chaque étape, prenant des notes sur les organes, leur poids, leur état. Il conservait certains organes dans des bocaux, d'autres il les jetait dans la mer depuis les rochers en contrebas de sa propriété. Les corps, une fois vides de leurs organes intéressants, étaient conservés dans les casiers métalliques, en attendant leur élimination finale. Le journal contenait également des croquis anatomiques d'une précision troublante. Moreau avait du talent pour le dessin et utilisait ce talent pour documenter ses horreurs. Garnier, le visage livide, referma le cahier. Il avait assez de preuves, plus qu'assez. Il devait sortir de là, alerter ses collègues, faire arrêter Moreau avant qu'il ne tue d'autres enfants. Mais au moment où il se dirigeait vers la fenêtre par laquelle il était entré, il entendit un bruit à l'étage supérieur. Des pas. Quelqu'un était dans la maison. Moreau était-il rentré plus tôt que prévu? Ou était-ce la gouvernante qui, pour une raison quelconque, se trouvait là en pleine nuit? Garnier éteignit sa lampe et se figea dans l'obscurité, retenant son souffle. Les pas se rapprocheraient. Il entendit une porte s'ouvrir, puis la lumière électrique inonda la cave. Antoine Moreau se tenait en haut de l'escalier, une expression de surprise puis de colère froide sur le visage. « Inspecteur Garnier, dit-il d'une voix calme mais chargée de menaces, je me demandais quand vous finiriez par venir. J'ai remarqué que vous me surveillez ces derniers temps. » Garnier porta la main à son revolver, mais Moreau réagit plus vite. Il brandit un pistolet qu'il tenait cache derrière son dos. « Je ne ferais pas cela si j'étais vous, » dit Moreau. « Jetez votre arme par terre, lentement. » Garnier hésita. Il était un policier expérimenté. Il avait été dans des situations dangereuses auparavant. Mais il était aussi réaliste. Moreau avait l'avantage de la position et de la surprise. Si Garnier tentait de dégainer, il serait mort avant d'avoir pu viser. Lentement, Garnier sortit son revolver et le déposa sur le sol de pierre. « Excellent, dit Moreau. Maintenant, montez. Nous avons à parler. » Sous la menace du pistolet, Garnier monta l'escalier et fut conduit dans un bureau au premier étage. La pièce était meublée avec goût, remplie de livres et d'objets d'art. Moreau indiqua un fauteuil. À Garnier, « Asseyez-vous, inspecteur. Je vais vous expliquer quelque chose que vous ne comprenez manifestement pas. »« Je comprends parfaitement, » retorqua Garnier avec dégoût. « Vous êtes un monstre qui tue des enfants. »« Un monstre ?» répéta Moreau avec un sourire triste. « Non, inspecteur. Je suis un scientifique. Un homme qui fait avancer la connaissance humaine dans un domaine que la société refuse d'explorer par hypocrisie morale. Vous tuez des enfants innocents? Comment osez-vous appeler cela de la science ?» Moreau s'assit derrière son bureau, gardant le pistolet pointe vers Garnier. « Ces garcons, dit-il calmement, venaient de familles pauvres. Ils auraient passé leur vie à travailler dans des conditions misérables, pour mourir jeunes de maladies ou d'accidents. J'ai simplement raccourci leur existence inutile et les transformé en quelque chose de valeur. Grâce à eux, j'ai fait des découvertes anatomiques qui auraient pris des années à obtenir par des moyens conventionnels. Vous êtes fou, murmura Garnier. Ou simplement en avance sur mon temps. Dans 50 ans, 100 ans, la société comprendra que le progrès scientifique exige parfois des sacrifices. Que certaines vies ont plus de valeur que d'autres. Que les faibles doivent servir les forts. Pendant que Moreau parlait, Garnier cherchait désespérément une façon de sortir de cette situation. Il remarqua sur le bureau un coupe-papier en bronze, si seulement il pouvait s'en emparer. Moreau suivit son regard et sourit. « N'allez pas vous faire des idées stupides, inspecteur. Je n'ai aucune envie de vous tuer. Vous êtes un adversaire digne et je respecte votre détermination. Mais je ne peux évidemment pas vous laisser partir. Que comptez-vous faire de moi alors ?» Moreau réfléchit un moment. « Je pourrais vous tuer maintenant et disposer de votre corps comme je dispose des autres, mais cela causerait des problèmes. Un policier qui disparaît,
Cela attire l'attention. Non, je pense que nous allons trouver un arrangement différent. Il se leva et se dirigea vers une armoire dont il sortit une bouteille de cognac et 2 verres. « Buvons d'abord, » dit-il en versant le liquide ambre. « À la science, au progrès, à la compréhension mutuelle entre 2 hommes intelligents. » Garnier ne prit pas le verre que Moreau lui tendait. « Vous pensez que je vais boire quelque chose que vous me donnez? Après ce que j'ai vu dans votre cave ?» Moreau haussa les épaules et but lui-même une gorgée du cognac dans les 2 verres. « Voyez? Pas de poison, pas de drogue, simplement un bon cognac. Maintenant buvez. Nous devons discuter de votre avenir. » À contre-cœur, Garnier prit le verre et en but une gorgée. Le cognac était effectivement excellent, probablement l'une des bouteilles les plus chères qu'il ait jamais goûtées. Mais il y avait un goût amer dans cette situation. « Voilà ce que je propose, » dit Moreau en se rasseyant. « Vous allez écrire une lettre à votre commissaire. Dans cette lettre, vous allez expliquer que vous avez décidé de quitter la police, que vous en avez assez de la corruption, de l'incompétence, du manque de moyens, que vous partez pour l'Indochine, où vous avez trouvé un emploi mieux payé dans une compagnie commerciale. Et si je refuse? Alors je vous tue maintenant, et demain j'amène votre femme et vos 3 fils faire un tour en bateau. Un tragique accident en mer. Ces choses arrivent. » Garnier sentit son sang se glacer. Moreau connaissait sa famille, bien sûr qu'il les connaissait. Il avait probablement enquête sur Garnier de la même façon que Garnier avait enquête sur lui. « Vous ne feriez pas cela, » dit Garnier, sans grande conviction. « Oh, si, je le ferais, » répondit Moreau avec une certitude tranquille. « Je n'ai aucun scrupule, inspecteur. Je pensais que vous aviez compris cela en visitant ma cave. » Les 2 hommes se regardèrent en silence pendant un long moment. Garnier savait qu'il était pris au piège. S'il refusait, Moreau le tuerait et Seine prendrait peut-être vraiment à sa famille. Mais s'il acceptait, Moreau continuerait ses horreurs, tuant d'autres enfants. Il devait gagner du temps, trouver un moyen d'alerter ses collègues sans mettre sa famille en danger. « Très bien, » dit finalement Garnier. « Je crierai votre lettre. Mais comment puis-je être sûr que vous ne me tuerez pas une fois que ce sera fait? » « Vous ne pouvez pas en être sûr, admit Moreau. Mais réfléchissez, si je voulais vous tuer, vous seriez déjà mort. Le fait que nous ayons cette conversation prouve que je préfère une solution moins risque. Votre disparition causerait une enquête. Votre démission volontaire n'en causera pas. » Moreau lui tendit du papier et un stylo. « Écrivez, et faites en sorte que ce soit convaincant. » Garnier prit le stylo, ses mains tremblant légèrement. Il commença à écrire, cherchant désespérément un moyen de glisser un message code dans la lettre, quelque chose que ses collègues pourraient interpréter comme un appel au secours. Mais Moreau lisait par-dessus son épaule, surveillant chaque mot. « Soyez naturel, » avertit-il. « Pas de message cash. Je connais tous les codes policiers. » Garnier termina la lettre, une missive banale expliquant sa décision de quitter la police pour des raisons personnelles et professionnelles. Il la signa et la tendit à Moreau. « Excellent, » dit Moreau en la lisant attentivement. « C'est tout à fait crédible. Maintenant, vous allez rester ici cette nuit. Demain matin, nous irons ensemble au commissariat, où vous remettrez cette lettre en main propre. Ensuite, vous rentrerez chez vous, vous ferez vos valises, et vous partirez vraiment. Je vous suggère Paris ou Lyon, à un endroit assez loin de Marseille pour que vous ne soyez pas tente de revenir. Et si je refuse de partir réellement, alors votre famille mourra dans un incendie tragique. Les accidents arrivent, inspecteur, surtout dans ces vieux immeubles marseillais avec leur installation électrique défectueuse. » Garnier passa la nuit la plus longue de sa vie, enfermé dans une chambre d'amis de la maison de Moreau. Il essaya de trouver un moyen de s'échapper, mais la porte était solide et la fenêtre donnait sur un vide de 3 étages. Il essaya de crier, mais la maison était isolée, entourée d'un grand jardin. Personne ne l'entendrait. Au matin, comme promis, Moreau le conduisit au commissariat. Garnier remit sa lettre de démission au commissaire Valentin qui fut surpris, mais l'accepta sans poser trop de questions. Après tout, beaucoup de policiers quittaient le service ces années-là, frustrés par les conditions de travail et attirés par des opportunités mieux payées ailleurs. Moreau accompagna ensuite Garnier jusqu'à son appartement, toujours sous la menace discrète du pistolet caché sous sa vestaine. Garnier embrassa sa femme et ses enfants, leur expliquant qu'il devait partir en voyage d'affaires pour quelques semaines. Il fit ses valises sous le regard vigilant de Moreau. Puis, ils se rendirent à la gare Saint-Charles.
Moreau acheta un billet de train pour Paris au nom de Garnier et l'attend jusqu'à ce que le train parte. « Au revoir, inspecteur », dit Moreau avec un sourire poli. « J'ai apprécié notre conversation. J'espère que vous trouverez une nouvelle vie satisfaisante loin d'ici. Et appelez-vous, je garde un œil sur votre famille. Si jamais vous décidez de revenir ou de contacter la police marseillaise, je le saurai. » Le train s'ébranla. Garnier, assis près de la fenêtre, regarda Marseille s'éloigner avec un sentiment de défaite et de rage impuissante. Il avait échoué. Moreau allait continuer ses crimes. D'autres enfants allaient mourir. Mais Garnier n'avait pas dit son dernier mot. Une fois arrivé à Paris, au lieu de chercher un emploi comme Moreau l'espérait probablement, Garnier se rendit directement à la préfecture de police. Là, il demanda à parler au chef de la Sûreté nationale, le plus haut responsable de la police criminelle en France. Après plusieurs heures d'attente et de négociations avec des bureaucrates sceptiques, Garnier fut finalement reçu par le commissaire divisionnaire Marcel Janvier, un homme sévère et, dans la cinquantaine, qui avait la réputation d'être incorruptible. Garnier raconta tout, la disparition des Garcons, ses soupçons envers Moreau, sa visite clandestine dans la cave, les horreurs qu'il y avait découvertes, sa confrontation avec Moreau et la Facon dont il avait été contraint de démissionner sous menace. Janvier l'écouta attentivement, prenant des notes. Quand Garnier eut terminé, il resta silencieux un moment, réfléchissant. « Avez-vous des preuves physiques de ce que vous avancez » demanda-t-il finalement. « J'ai vu les corps, répondit Garnier. J'ai vu les organes dans les bocaux. J'ai lu le journal de Moreau, tout est dans sa cave. Mais vous n'avez rien rapporté, pas de photographie, pas de spécimen, pas même le journal ?» Garnier secoua la tête, frustre. « Je n'ai pas eu le temps. Moreau est arrivé. » Et Janvier soupira. « Comprenez ma position, inspecteur Garnier. Vous me demandez de lancer une opération délicate à Marseille, d'arrêter un homme respectable sur la base d'accusations extraordinaires, sans aucune preuve matérielle. Juste votre témoignage. Mon témoignage devrait suffire. Je suis un policier avec 25 ans de service impeccable. Vous étiez un policier, corrigea doucement Janvier. Vous avez démissionné. Et de plus, vous admettez être entré illégalement dans la propriété de Moreau. N'importe. Quel avocat pourrait argumenter que vous avez fabriqué cette histoire pour justifier votre violation de domicile? Garnier sentit le désespoir le gagner. Vous ne croyez pas? Ce n'est pas une question de croire ou ne pas croire, dit Janvier. C'est une question de procédure légale et de preuves. Mais, ajouta-t-il en voyant l'expression dévastée de Garnier, je ne dis pas que je vais ignorer vos accusations. Au contraire, je vais envoyer une équipe discrète à Marseille pour enquêter sur Moreau. S'il trouve des preuves corroborant vos affirmations, nous agirons. Combien de temps cela prendra-t-il? En attendant, Moreau pourrait tuer d'autres enfants. Je comprends votre urgence. Mais si nous agissons trop précipitamment sans preuves solides, nous risquons de tout gâcher. Moreau pourrait faire disparaître les preuves, et nous n'aurions plus rien contre lui. Faites-moi confiance, inspecteur. Je vais m'occuper de cette affaire. Garnier dut se contenter de cette promesse. Il loua une chambre modeste dans le 13e arrondissement de Paris et attendit, rongé par l'anxiété et l'impatience. Pendant ce temps, à Marseille, la vie continuait normalement. Antoine Moreau ouvrait son magasin chaque matin, souriait à ses clients, vendait ses marchandises exotiques. La nuit, il rentrait dans sa maison de Roucablanc, où l'attendaient ses spécimens anatomiques et ses instruments chirurgicaux. Mais Moreau n'était pas stupide. Il savait que Garnier représentait un risque, même exilé à Paris. Il décida donc de faire preuve de prudence. Il cessa de chercher de nouvelles victimes. Il nettoya méticuleusement sa cave, détruisant certaines preuves compromettantes, tout en conservant ses spécimens les plus précieux. Il renforça la sécurité de sa maison, installant de nouvelles serrures et un système d'alarme rudimentaire. Et il attendit lui aussi, se demandant si Garnier oserait vraiment le dénoncer et ce qui se passerait si cela arrivait. L'enquête discrète, promise par le commissaire Janvier, débuta le 15 août 1923. Deux inspecteurs de la Sûreté nationale, Georges Mallet et Pierre Durand, arrivèrent à Marseille sous de fausses identités. Ils se présentèrent comme des agents d'une compagnie d'assurance enquêtant sur une fraude potentielle. Leur premier objectif fut de vérifier les disparitions mentionnées par Garnier. Ils interrogèrent les familles des 5 Garcons disparus, examinèrent les rapports de police clos sans suite,
parlèrent aux voisins et aux employeurs. Tout confirmait le récit de Garnier. 5 garçons avaient bien disparu dans des circonstances mystérieuses entre janvier et juillet 1923. Ensuite, ils s'en prirent à Antoine Moreau lui-même. Ils surveillèrent son magasin et sa maison. Ils parlèrent discrètement à la gouvernante, Madame Blanc, qui leur dit que Moreau était un employeur correct mais distant, et qu'elle n'avait jamais été autorisée à descendre dans la cave de la maison. Ils interrogèrent Claude Renard, le propriétaire du camion de livraison vu par Garnier. Renard y fait occasionnellement des livraisons pour Moreau, généralement des caisses lourdes arrivant par bateau et devant être transportées discrètement à sa maison. Mais il jurait ne pas savoir ce que contenaient ces caisses, et Moreau le payait assez généreusement pour qu'il ne pose pas de questions. Après 3 semaines d'enquête, Mallette et Durand rapportèrent leurs conclusions à janvier. Les soupçons de Garnier semblaient fondés. Il y avait suffisamment d'éléments suspects autour de Moreau pour justifier une perquisition officielle. Le 5 septembre 1923, un mandat de perquisition fut émis par un juge parisien et transmis aux autorités marseillaises. Le commissaire Valentin, le supérieur de Garnier, fut informé de l'opération. Bien qu'il fût sceptique au début, il dut admettre que les preuves rassemblées par les inspecteurs parisiens étaient troublantes. À l'aube du 6 septembre, une équipe de 20 policiers marseillais, accompagnée de Mallette et Durand, se présenta à la maison de Moreau à Roucablanc. Ils avaient avec eux le mandat de perquisition, ainsi qu'un médecin légiste et un photographe pour documenter tout ce qu'ils pourraient trouver. Antoine Moreau ouvrit la porte en robe de chambre, les cheveux ébouriffes, l'air surpris et indigne. « Messieurs, que signifie cette intrusion à une heure aussi matinale ?» Le commissaire Valentin lui présenta le mandat. « Monsieur Moreau, nous avons un mandat pour perquisitionner votre propriété. Nous vous prions de coopérer. Une perquisition? Mais pour quelle raison? Nous avons recueilli des informations selon lesquelles vous pourriez être impliqué dans plusieurs disparitions. Nous devons vérifier votre maison. » Une expression de compréhension puis de résignation passa sur le visage de Moreau. « Garnier, murmura-t-il. Cet idiot Tsed n'a pas pu s'en empêcher. Il s'effaça pour laisser entrer les policiers. Très bien, perquisitionnez. Vous ne trouverez rien qui puisse me compromettre. Les policiers se dispersèrent dans la maison. Certains fouillèrent le rez-de-chaussée et les étages supérieurs. D'autres, dont Valentin, Mallette et Durand, se dirigèrent vers la cave. En descendant l'escalier, ils furent frappés par une forte odeur de produits chimiques et de quelque chose d'indéfinissable, mais profondément désagréable. Au pied de l'escalier, Valentin chercha l'interrupteur et alluma la lumière électrique. Ce qu'ils y les laissa sans voix. La cave avait été transformée en une sorte de musée de l'horreur. Les étagères métalliques étaient toujours là, couvertes de bocaux contenant des spécimens anatomiques. Le médecin légiste, le docteur Armand Bertillon, s'avança pour examiner les contenus sur. « Ce sont des organes humains, confirma-t-il d'une voix tremblante. Cœur, foie, rein, cerveau, tous parfaitement conservés dans du formol. Sur la table centrale, les instruments chirurgicaux étaient rangés avec soin. Contre le mur, les casiers métalliques attendaient. « Ouvrez-les » ordonna Valentin. Les policiers ouvrirent les casiers un à un. Dans le premier, ils trouvèrent le corps d'un jeune garçon, parfaitement conservé. Dans le second, un autre. Au total, ils découvrirent 5 corps. Le photographe documenta tout, prenant des dizaines de clichés qui allaient choquer la France entière lorsqu'ils seraient publiés dans les journaux. Valentin, le visage livide, remonta au rez-de-chaussée où Moreau était assis tranquillement dans son salon, garde par 2 policiers. « Antoine Moreau, » commenta Valentin d'une voix que la colère faisait trembler, « vous êtes en état d'arrestation pour meurtre de 5 mineurs. Vous avez le droit de 5 points d'obéir. »« Je connais mes droits, commissaire, » l'interrompit Moreau avec calme. « Et je n'admettrai rien sans la présence de mon avocat. Vous niez avoir tué ces garçons. Je nie toute accusation portée contre moi. Ces corps que vous avez trouvés dans ma cave ont été acquis légalement pour mes recherches anatomiques. Je suis un scientifique amateur, et la loi française n'autorise pas de telles études écues. Mais cela ne fait pas de moi un meurtrier. »« Acquis légalement » répéta Valentin, incrédule. « Où précisément avez-vous acquis 5 corps de jeunes garçons? Je refuse de répondre à cette question sans mon avocat. » Moreau fut emmené au commissariat et place en garde à vue. Son avocat, maître Henri Dubois, l'un des avocats les plus réputés et les plus chers de Marseille, arriva dans l'heure qui suivit.
Pendant ce temps, l'enquête se poursuivait. Les 5 corps furent transportés à la morgue, où ils furent examinés par le docteur Bertillon et son équipe. L'identification prit plusieurs jours, mais finalement, grâce aux descriptions fournies par les familles et à certains détails physiques, les 5 victimes furent identifiées. Henri Duclos, Marcel Fontaine, Louis Garnier, Paul Mercier et Thomas Blanc, tous âgés de 12 à 15 ans. Tous disparus entre janvier et juillet 1923. Les autopsies révélèrent que les garçons étaient tous morts d'empoisonnement, probablement par injection. Leur corps avait ensuite été disséqué avec une précision chirurgicale. De nombreux organes avaient été prélevés post-mortem. Le journal de Moreau fut finalement découvert, caché dans un compartiment secret de son bureau. Il contenait des entrées détaillées documentant non seulement les 5 meurtres récents, mais aussi d'autres crimes remontant jusqu'à 1920. Au total, Moreau avait tué au moins 15 personnes au cours des 3 dernières années. Le scandale éclata. Les journaux titrèrent « Le boucher de Marseille, horreur à Rouca Blanc, 15 victimes dans la cave du monstre ». L'affaire fit la une non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Le procès d'Antoine Moreau débuta le 15 janvier 1924. Il attira une attention médiatique extraordinaire. Des centaines de personnes se pressaient chaque jour devant le palais de justice de Marseille, espérant obtenir une place dans la salle d'audience. Moreau plaida non coupable. Sa défense, menée par Maître Dubois, argumenta que Moreau souffrait d'une forme de monomanie scientifique qui l'empêchait de comprendre la gravité morale de ses actes. Les avocats présentèrent des témoignages de médecins aliénistes, affirmant que Moreau était techniquement fou, obsédé par la science, au point de perdre tout sens éthique. Le procureur, Jules Mercier, rejeta cette défense avec véhémence. Moreau, argumenta-t-il, avait agi avec préméditation, prudence et dissimulation. Il avait délibérément ciblé des victimes vulnérables. Il avait caché ses crimes avec soin. Il avait même menacé un policier pour protéger ses secrets. Tout cela démontrait une conscience claire de ses actes et de leur illégitimité. Le témoignage le plus émouvant fut celui de Simone Duclos, la mère d'Henri. Les larmes coulant sur son visage, elle décrivit son fils, ses rêves, sa gentillesse. Elle parla des mois d'attente, d'espoir, d'angoisse, et finalement, de l'horreur d'apprendre que son enfant avait été assassiné et disséqué comme un animal de laboratoire. Garnier fut également appelé à témoigner. Il raconta son enquête, sa visite dans la cave, sa confrontation avec Moreau. Il admit avoir enfreint la loi en entrant illégalement dans la propriété, mais affirma que c'était le seul moyen d'arrêter un monstre que personne d'autre ne prenait au sérieux. Moreau lui-même fut interrogé pendant 2 jours. Il resta calme et compose, insistant sur le fait qu'il était un scientifique incompris. Il nia avoir ressenti du plaisir en tuant ses victimes, affirmant qu'il les voyait simplement comme des moyens nécessaires pour faire avancer la connaissance humaine. À un moment, le juge lui demanda s'il éprouvait des remords. « Des remords ?» répéta Moreau pensivement. « Pourquoi ? Pour avoir fait avancer la science. Pour avoir acquis des connaissances que personne d'autre n'osait chercher ? Non, monsieur le juge, je ne prouve aucun remords. Seulement du regret de ne pas avoir pu continuer mon travail. » Cette réponse provoqua un tollé dans la salle d'audience. Plusieurs personnes hurlèrent des insultes. Le juge dut faire évacuer la salle et menacer de tenir le reste du procès à huis clos. Après 6 semaines de débat, le jury se retira pour délibérer. Ils revinrent après seulement 3 heures. Le verdict, coupable de 15 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation. La sentence, mort par guillotine. Moreau accepta le verdict sans émotion visible. Il fut ramené en prison en attendant son exécution. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs journalistes tentèrent d'interviewer Moreau dans sa cellule. La plupart furent refusés, mais un journaliste du Petit Marseillais, Lucien Martel, réussit à obtenir un bref entretien. « Avez-vous des regrets maintenant que la fin approche ?» demanda Martel. Moreau réfléchit un moment avant de répondre. « Mon seul regret, dit-il finalement, est que mon travail ne pourra jamais être reconnu pour ce qu'il était vraiment, une contribution à la science. Dans 100 ans peut-être, les gens comprendront que j'avais raison, que certains sacrifices sont nécessaires pour le progrès. Et les familles des victimes, que leur diriez-vous? Que je leur ai pris leurs fils, certes, mais je les ai transformés en quelque chose de plus grand. Leurs corps ont servi à augmenter la connaissance humaine.
N'est-ce pas un sort plus noble que de mourir de maladie ou de vieillesse après une vie de travail sans intérêt? L'entretien fut publié et provoqua l'indignation. Beaucoup demandèrent que Moreau soit exécuté immédiatement sans attendre la procédure normale d'appel. L'exécution fut programmée pour le 15 mars 1924 à Lobbet. Moreau passa ses derniers jours à écrire ce qu'il appelait son testament scientifique, un manuscrit de plus de 300 pages détaillant ses théories anatomiques et ses découvertes. Il demanda que ce manuscrit soit conservé et étudié par les futures générations de scientifiques. Le matin de l'exécution, Moreau marcha vers la guillotine avec la même calme qu'il avait montré tout au long de son procès. Refuse la présence d'un prêtre, affirmant qu'il ne croyait pas en Dieu ni en l'au-delà. Ces derniers mots, prononcés juste avant que la lame ne tombe, furent « La science survit aux hommes. Mon œuvre ne sera pas oubliée. » La tête d'Antoine Moreau roula dans le panier à 5h47 du matin, le 15 mars 1924. Une foule de plusieurs centaines de personnes était présente, beaucoup criant des insultes et des malédictions. Le corps de Moreau fut enterré dans une tombe anonyme, dans le cimetière de Sainte-Marguerite à Marseille. Sa maison de Roucablanc fut vendue aux enchères, mais personne ne voulait y vivre. Elle resta vide pendant des années avant d'être finalement démolie en 1935. Son magasin, le Toile d'Orient, fut fermé immédiatement après son arrestation. Les marchandises furent vendues et le bâtiment passa à d'autres propriétaires. Pour les familles des victimes, la justice avait été rendue, mais la douleur ne disparaissait jamais complètement. Simone Duclos mourut en 1930, certains disent de chagrin. Les autres familles, bien que recevant des compensations financières du gouvernement, portèrent toute leur vie le poids de cette tragédie. Paul Garnier, celui qui avait demeuré l'encote malgré les obstacles et les menaces, fut instauré dans la police marseillaise avec les honneurs. Il reçut même une médaille pour son courage et sa détermination. Mais lui aussi porta les cicatrices de cette affaire. Il prit sa retraite en 1930 et mourut en 1945, emportant avec lui de nombreux cauchemars sur ce qu'il avait vu dans la cave de Roucablanc. Le cas d'Antoine Moreau reste l'un des plus horrifiants de l'histoire criminelle française. Il soulève des questions troublantes sur la nature du mal, sur les limites de l'obsession scientifique, sur la façon dont des monstres peuvent se cacher derrière des façades respectables. Et peut-être la leçon la plus importante de cette histoire est celle-ci, le mal n'est pas toujours évident. Il ne porte pas toujours un masque monstrueux. Parfois, il porte un costume 3 pièces, sourit poliment, et opère ses horreurs dans le secret de caves sombres, convaincu de sa propre rectitude. Les ruelles de Marseille ont gardé la mémoire de cette affaire. Encore aujourd'hui, les anciens du quartier du Panier racontent l'histoire du boucher de Roucablanc aux jeunes générations. Comme un avertissement, ne faites pas confiance aux apparences, et méfiez-vous toujours de ceux qui prétendent que la fin justifie les moyens. Certains disent que la maison de Moreau, même démolie, hante encore le quartier de Roucablanc. Les promeneurs nocturnes rapportent avoir entendu des cris d'enfants venant de l'endroit où se trouvait autrefois la cave. Des lumières étranges ont été vues, mais ce ne sont que des légendes urbaines, probablement. La vraie horreur du cas Antoine Moreau ne réside pas dans des fantômes ou des maisons hantesses. Elle réside dans la réalité de ce qu'un être humain est capable de faire à d'autres êtres humains quand il perd toute empathie, quand il se convainc que son but justifie n'importe quelle atrocité. Antoine Moreau n'est plus, mais son histoire demeure comme un rappel sombre de ce qui peut se cacher sous la surface de la civilisation, dans les caves et les recoins obscurs de l'âme humaine. 15 jeunes vies furent volées. 15 familles furent détruites. Et une ville entière porta la cicatrice de ses crimes pendant des générations. Voilà l'histoire horrifiante d'Antoine Moreau, le boucher de Marseille. Une histoire qui nous rappelle que les véritables monstres ne sont pas ceux des contes de fées, mais ceux qui marchent parmi nous, cachant leur nature véritable derrière des sourires et des manières polies. Que leurs victimes reposent en paix, et que nous n'oublions jamais.